Une main signe les bombes, l'autre signe les contrats. Paradoxe ou calcul? Imaginez la scène. Le 20 mars 2024, les marchés américains viennent de fermer. Les écrans des traders se sont éteints et tout semble calme. C'est précisément à ce moment-là, presque en catimini, que le département du Trésor américain publie un document officiel, sans communiqué de presse, sans caméra. Une licence exceptionnelle autorisant l'importation de pétrole iranien. Oui, vous avez bien entendu, la première fois depuis 1979, près d'un demi-siècle de sanctions bafouées d'un simple clic. Or, dans le même souffle, ce jour-là, les avions américains pilonnent encore l'Iran. L'opération Épique Fureur, comme l'appelle la Maison-Blanche, bat son plein pour la 3e semaine consécutive. La rhétorique officielle est intransigeante. Téhéran doit plier, la pression va s'intensifier, le régime paiera. Concrètement, d'un côté, Washington bombarde un adversaire déclaré. De l'autre, il lui achète son pétrole. Contradiction? Erreur de procédure? Rien du tout. Il s'agit d'une politique assumée, pensée, presque revendiquée. Mais alors, qu'est-ce que ça révèle vraiment sur la puissance américaine? Derrière cette décision, il y a bien plus qu'un simple ajustement tactique. C'est toute l'architecture des sanctions occidentales, patiemment bâtie pendant des décennies, qui se trouve poussée à ses limites par la crise actuelle. En 2 semaines de conflit, l'outil le plus redouté de la diplomatie américaine s'est heurté à ses propres failles. La peur des sanctions s'effrite, la crédibilité du système vacille. Et pendant ce temps, l'économie mondiale retient son souffle. Le prix du pétrole s'envole de 50% en quelques jours, dépassant les $100 le baril, du jamais vu depuis 2022. Ce n'est plus un graphique abstrait pour analystes, c'est l'inflation qui s'invite dans votre plein d'essence, dans chaque livraison, dans chaque panier de courses. Est-ce là une stratégie géniale, utiliser les ressources de l'ennemi contre lui-même, ou bien un aveu de faiblesse, une capitulation face à la réalité du marché? Que reste-t-il du leadership américain si la seule issue est de contourner ses propres règles? Ce qui se joue ici, c'est la stabilité de nos économies, notre pouvoir d'achat et l'avenir même de la politique internationale occidentale. Une Amérique qui doit choisir entre ses principes et le prix du baril, c'est une Amérique qui doute, et c'est le monde entier qui risque d'en payer le prix. Mais comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Pour le comprendre, il faut reprendre le fil de ces 14 derniers jours, là où tout a vraiment commencé. Crise au détroit d'Ormuz, flambée des prix du pétrole, et l'Amérique prise à son propre piège. Voici comment, en l'espace de quelques jours, la planète a vu le marché de l'énergie basculer, exposant au grand jour les failles des armes économiques occidentales. Tout commence fin février 2024. Les États-Unis lancent l'opération militaire Épique Fureur, une réponse directe à une série d'incidents dans le Golfe Persique imputés à l'Iran. C'est l'escalade tant redoutée. Washington frappe, Téhéran contre-attaque. Mais ce sont les marchés mondiaux qui encaissent le premier choc. En quelques heures, le prix du baril grimpe de plus de 50%, dépassant la barre symbolique des $100. Une explosion qui rappelle à tous que, derrière chaque missile, c'est le quotidien de milliards de personnes qui vacillent. Pourquoi cette panique? Parce qu'au cœur du conflit, le détroit d'Ormuz s'embrase. 3 petits kilomètres de large, mais un passage vital. 20% du pétrole mondial y transite. Pas 20% du pétrole iranien, non. 20% de tout ce que la planète produit et consomme. Une artère essentielle. Quand les forces iraniennes décident de le bloquer en riposte aux frappes américaines, c'est comme si on coupait le sang d'un organisme fragile et ultra-dépendant. Résultat immédiat. Des dizaines de tankers immobilisés, des compagnies d'assurance qui explosent les primes pour tout navire osant s'approcher, des acheteurs paniqués qui cherchent des routes alternatives, pour finalement constater qu'il n'y en a pas. Contourner l'Afrique? 3 à 4 semaines de retard, des coûts logistiques multipliés, et au bout du compte, une facture bien plus salée pour chaque chaîne d'approvisionnement. L'économie mondiale est paralysée, et la moindre goutte d'essence ou de gasoil devient précieuse. Pour les consommateurs, c'est la double peine. Flambée des prix à la pompe, inflation sur tous les produits qui dépendent du transport ou de la production industrielle, c'est-à-dire à peu près tout. À Washington,
la Maison-Blanche est prise de court. L'administration Trump, déjà sous pression à l'approche des élections, se retrouve coincée. D'un côté, une opération militaire coûteuse et risquée, de l'autre, un marché pétrolier en panique totale. Les sanctions, censées asphyxier l'adversaire, semblent désormais se retourner contre leurs initiateurs. Pire, la crédibilité de la posture américaine vacille. Si l'Occident n'arrive plus à maîtriser l'arme pétrolière, que reste-t-il de son autorité? Les risques? Ils sont colossaux. Si la crise perdure, c'est l'explosion de l'inflation, la détérioration du pouvoir d'achat de millions de foyers, la possibilité d'un basculement économique qui toucherait tous les secteurs, alimentation, transport, énergie, industrie. Et à l'échelle politique, c'est un fiasco qui pourrait bien coûter cher à Washington. La réputation de l'Amérique comme chef d'orchestre du jeu mondial en prend un coup sévère. Qui peut encore croire à l'efficacité de ces menaces si elles reviennent boomerang? Face à l'impasse, la Maison-Blanche n'a d'autre choix que de réagir, vite et à tâtons. Plusieurs scénarios sont alors tentés, chacun révélant un peu plus l'ampleur du problème. Sanctions partielles levées, loi centenaire suspendue, et finalement, décision historique sur le pétrole iranien. Mais, comme vous allez le voir, chaque solution adoptée dévoile une nouvelle faille du système. 3 solutions en 14 jours. Chaque concession est un aveu d'échec. À peine 2 semaines, et déjà 3 volte-face de la part de Washington. Décortiquons ensemble ce bal des rétropédalages, parce que derrière chaque décision, c'est moins la force que la fébrilité qui s'exprime. Première concession. L'allègement discret des sanctions sur certains types de pétrole russe. Officiellement, il s'agissait d'un ajustement technique, soi-disant pour éviter des ruptures d'approvisionnement à court terme. Mais dans les faits, cela n'a eu qu'un impact marginal. Les flux de pétrole ont à peine bougé, les prix n'ont pas flanché, et les grands importateurs, surtout en Asie, sont restés prudents, attentifs à ne pas s'exposer inutilement. Bref, un geste qui ressemble plus à un signal de lassitude qu'à un coup d'éclat diplomatique. Deuxième étape, la suspension exceptionnelle de la loi Jones Act. En temps normal, cette loi protège la flotte américaine, interdisant le transport de marchandises entre 2 ports US par des navires étrangers. Mais face à la pression croissante sur les routes maritimes, notamment au moment où le détroit d'Ormuz menaçait de s'embraser, l'administration Biden a ouvert la porte à la concurrence étrangère. Logique, mais là encore, inefficace. La crise portait avant tout sur les flux internationaux, pas sur le transport intérieur. Résultat, la mesure a soulagé quelques acteurs logistiques, sans jamais s'attaquer au cœur du problème. On a déplacé les pions sur l'échiquier sans jamais remettre en cause la partie. Puis vient le coup de théâtre, la fameuse licence exceptionnelle autorisant l'importation de pétrole iranien. Un geste historique, alors même que des frappes américaines visaient des positions pro-iraniennes au Moyen-Orient. Selon le Trésor américain, cette licence, valable pour 30 jours jusqu'au 19 avril, pourrait faire entrer sur le marché mondial jusqu'à 140 millions de barils de pétrole iranien. Un chiffre impressionnant sur le papier. Mais, soyons honnêtes, à l'échelle planétaire, c'est à peine un frisson sur le radar. Pour donner une idée, la planète consomme environ 100 millions de barils par jour. 140 millions de barils, ce n'est même pas un jour et demi de consommation mondiale. Ni un stock stratégique, ni un changement de donne. Tout au plus, cela pourrait contenir l'envolée des prix pendant 10 à 14 jours, estiment les analystes. En d'autres termes, ce n'est pas une solution, c'est un pansement psychologique, un moyen de gagner du temps, d'envoyer un signal de calme au marché. Mais derrière la façade, rien n'a changé. Ce qui frappe, c'est qu'aucune de ces mesures n'aurait été imaginable il y a seulement quelques années. Alléger les sanctions sur le pétrole russe? Impossible après 2022. Ouvrir la navigation intérieure aux flottes étrangères? Tabou pour tout lobby maritime américain. Importer massivement du brut iranien? Inconcevable en pleine tension géopolitique. Pourtant, en mars 2024, tout s'accélère et chaque nouvelle concession semble annoncer la suivante. Et c'est là tout le paradoxe. Chaque assouplissement, loin de rassurer, rend le dispositif de sanctions plus fragile, plus prévisible. Le marché, et surtout les acteurs qui contournent déjà les règles, la Chine, l'Inde,
certains raffineurs indépendants d'Asie voient dans cette licence non pas une surprise, mais la confirmation que Washington n'a plus vraiment de carte forte en main. Pire, certains bénéficiaires historiques des circuits gris, comme les raffineurs chinois, obtiennent aujourd'hui la bénédiction américaine pour ce qu'ils faisaient déjà, mais désormais sans risque de sanctions ni de discount imposé. Le signal envoyé, il suffit d'attendre, de résister, pour qu'un nouvel assouplissement finisse par tomber. Il y a aussi l'aspect financier. Officiellement, l'administration américaine promet de garder le contrôle sur les paiements. Le pétrole iranien pourra circuler, mais pas l'argent vers Téhéran. En théorie, c'est habile. En pratique, les circuits alternatifs existent déjà, et ils fonctionnent. On échange en yuan, en roupies, via des accords bilatéraux hors du système financier occidental. Résultat, la licence légalise des flux qui existaient déjà, tout en affaiblissant la posture de fermeté de Washington. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si ces mesures vont résoudre la crise, elles ne le feront pas. Ce qui compte, c'est le précédent créé. Plus Washington multiplie ses exceptions, plus le marché anticipe de nouveaux assouplissements à la prochaine crise. C'est la crédibilité même du régime de sanctions qui s'effrite, et avec elle, la capacité des États-Unis et de leurs alliés à imposer leur volonté sur la scène internationale. À chaque compromis, la peur des sanctions s'étiole, et l'attente d'un prochain recul grandit. Mais à qui profite vraiment cette séquence d'assouplissements successifs? Et surtout, que révèle-t-elle sur la stratégie, ou les tâtonnements, américains dans la crise pétrolière actuelle? Quand la levée des sanctions fait plus pour vos adversaires que pour vous-même, on entre dans une toute autre dimension stratégique. Regardons ce qui s'est passé, concrètement, après l'annonce de la licence spéciale pour importer du pétrole iranien. Le premier bénéficiaire, c'est la Chine. Depuis des années, Pékin importait déjà massivement du brut iranien, mais à prix cassé. Pourquoi? Parce que ce marché gris impliquait toujours un risque, celui de se faire attraper par la machine à sanctions américaine, de perdre l'accès au dollar ou de voir ses entreprises blacklistées. Pour compenser ce danger, la Chine exigeait donc une décote importante sur les barils iraniens. Mais en mars 2024, quand l'administration américaine légalise, même temporairement, ces flux, ce n'est pas seulement Washington qui dessert l'étau. C'est surtout Pékin qui rafle la mise. La décote disparaît, la logistique est déjà en place, et les cargaisons peuvent désormais circuler sans la même crainte d'être saisies ou bloquées. Résultat, la Chine achète toujours, mais à de bien meilleures conditions, et ce sont les producteurs iraniens et l'économie chinoise qui empochent. Mais la Chine n'est pas seule à profiter de ce revirement. Moscou, observateur attentif, y voit une validation de son propre discours, celui d'un Occident incohérent, prompt à imposer des sanctions avec grande solennité, mais tout aussi rapide à s'en défaire dès que ses intérêts économiques sont en jeu. Pour la Russie, cette séquence offre du grain à moudre sur la scène internationale et renforce ses alliances avec les pays ciblés par les sanctions occidentales. Et du côté de Téhéran, l'avantage est double. Certes, les flux financiers iraniens restent sous étroite surveillance. On ouvre la porte au pétrole, mais on verrouille toujours la chambre forte des paiements en dollars. Pourtant, dans la réalité, cela ne suffit plus. Les circuits financiers alternatifs, via le yuan, la roupie ou des accords bilatéraux, existaient déjà à cause de l'imperfection du contrôle américain. Avec la légalisation physique des ventes, Téhéran dispose donc d'un levier supplémentaire à chaque épisode de crise, chaque semaine de blocus dans le détroit devenant une carte à jouer pour arracher plus de concessions. On assiste à un mécanisme où, paradoxalement, chaque nouveau coup de vis ou relâchement ne fait qu'augmenter le pouvoir de négociation de l'Iran. Mais la conséquence la plus profonde, c'est sans doute l'effritement de la fameuse « arme de la peur », sur laquelle reposaient toutes les sanctions américaines depuis 30 ans. Jusqu'ici, l'efficacité du système ne venait pas tant des textes de loi que de la terreur de voir son entreprise, sa banque, son économie, coupée du circuit dollar. C'est cette réputation implacable de Washington qui faisait plier l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, même quand l'intérêt commercial était immense. Mais aujourd'hui, 3 exceptions à peine en 2 semaines suffisent à fissurer cette architecture de la crainte. Les marchés n'attendent même plus les communiqués officiels.
ils adaptent leur stratégie, anticipent les prochains assouplissements et cherchent déjà les failles du système. Les analystes indépendants ne s'y trompent pas. Pour eux, cette cascade de concessions est l'aveu que Washington a presque épuisé sa boîte à outils stratégique. Comme le dit Brad Erickson, directeur chez Obsidian Risk Advisors, si on mène une guerre contre l'Iran tout en lui ouvrant le marché pétrolier, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'options. Ce n'est pas un slogan d'opposant, c'est le constat d'un expert dont la crédibilité dépend de sa rigueur. Le plus grand danger ? Voir émerger de nouveaux circuits parallèles, accélérer la perte de crédibilité du régime de sanctions et entériner la fin de la domination géopolitique américaine. Car dès que la peur diminue, dès que le monde constate que sur 3 crises successives, 3 exceptions sont accordées, il devient évident que le système n'est plus irréversible. L'outil de dissuasion perd sa force. Et ce n'est plus seulement une histoire de prix à la pompe ou d'inflation, c'est le socle même de l'ordre international qui vacille. Face à ces fissures, la vraie question devient alors, la politique de sanctions est-elle encore un instrument de puissance, ou bien le dernier refuge tactique d'une superpuissance à court de solutions? Ouvrir une porte, c'est facile. Refermer la boîte de Pandore, beaucoup moins. L'administration américaine vient de l'apprendre à ses dépens avec la levée partielle des sanctions sur le pétrole iranien. Ce geste, présenté comme une manœuvre tactique, risque de coûter bien plus cher qu'on ne le croit. Pourquoi ? Parce que la force des sanctions n'a jamais été dans la simple existence d'un texte de loi, mais dans la croyance collective qu'elles sont là pour durer. C'est la peur, pas la loi, qui fait fonctionner ce système. Quand Washington accorde une licence exceptionnelle, même temporaire, elle fait bien plus que desserrer un peu la vis. Elle change la psychologie de tout le marché mondial. Les acteurs économiques, qu'ils soient traders, compagnies pétrolières ou gouvernements, observent une chose. Même l'outil le plus redouté de la panoplie occidentale n'est plus infaillible. Pire, il devient prévisible, voire manipulable. Les exceptions s'enchaînent, les règles s'effritent, et petit à petit, la menace, le vrai moteur des sanctions, s'évapore. Avant 2018, beaucoup de pays achetaient du pétrole iranien sans trop se cacher. Avec le retour des sanctions, tout s'est arrêté, non pas parce que l'Iran était soudainement devenu infréquentable, mais parce que la peur des sanctions secondaires américaines, la peur de perdre l'accès au dollar, au système bancaire mondial, aux partenaires occidentaux, pesait plus lourd que le potentiel profit. Il a fallu presque une décennie pour construire cette réputation de dureté et de cohérence. Il a suffi de quelques semaines d'exception pour les brécher. Aujourd'hui, l'effet domino est évident. Chaque entorse crée une nouvelle normalité. Les marchés, loin d'être dupes, comprennent vite la leçon. Si les États-Unis ouvrent la voie à des exceptions aujourd'hui, pourquoi ne le referaient-ils pas demain, sous la pression des prix ou des événements géopolitiques? Les acteurs anticipent désormais de futures concessions. On commence à intégrer cette flexibilité dans les contrats, dans la logistique, dans les stratégies de contournement. On n'attend même plus l'annonce officielle d'une nouvelle exception. On la prévoit, on la planifie. Résultat, la politique de sanctions, autrefois imprévisible et donc redoutable, devient une variable parmi d'autres, presque banale. Et ce qui est frappant, c'est que l'histoire se répète. Les sanctions contre la Russie, mises en place en 2022, ont elles aussi été assouplies sous la pression des réalités du marché et des choix militaires occidentaux. Dans les années 1970, lors des chocs pétroliers, c'est cette même incapacité à rester ferme qui a envoyé un signal de faiblesse au monde entier, avec des conséquences qui ont duré une génération. Chaque précédent, chaque compromis, nourrit la conviction que la fermeté occidentale n'est plus qu'un slogan, et que la porte des exceptions est toujours entr'ouverte, pour peu qu'on frappe assez fort. Le problème, c'est que reconstruire la crédibilité d'un outil stratégique prend des années. Ce n'est pas parce qu'une licence s'achève le 19 avril que la confiance dans la force des sanctions sera restaurée le 20. Il faudra des années de constance, sans exception, pour espérer retrouver l'effet de peur qui faisait la puissance des sanctions américaines. Et dans l'intervalle, chaque concession coûte cher, à tout le monde. Car la moindre fissure dans la digue fait monter les prix, du carburant à l'alimentation, en passant par la livraison,
chaque relâchement alimente l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat des ménages partout dans le monde. C'est là qu'on touche au vrai risque. La perte de crédibilité n'est pas une abstraction diplomatique. Elle se traduit très concrètement par une inflation persistante, une vie plus chère, une instabilité qui s'infiltre dans tous les aspects du quotidien. Et, sur le long terme, un affaiblissement du levier politique occidental, dont l'efficacité reposait justement sur cette réputation d'intransigeance. Alors, comment agir quand on a soi-même miné ses propres outils? La réponse se dessine dans la conclusion. Quand la stratégie n'est plus que gestion de crise, le prix se paie à la pompe, et dans la crédibilité du pays. Ce qu'on vient de voir avec la licence exceptionnelle pour le pétrole iranien, c'est plus qu'un simple ajustement tactique. C'est le symptôme d'un système qui s'essouffle, où chaque solution temporaire fragilise un peu plus l'édifice. Les sanctions, autrefois brandies comme un outil de dissuasion implacable, sont devenues prévisibles, négociables et surtout réversibles. Or, c'est justement cette réversibilité qui a fait basculer la peur du côté de ceux qui sont censés la subir. Les acteurs du marché, les gouvernements observateurs et même les alliés les plus proches des États-Unis l'ont bien compris. Ce qui devait être une pression permanente devient aujourd'hui une variable d'ajustement, renouvelable tous les 30 jours, sujette à discussion, à négociation et donc à contournement. Regardez l'effet domino. Chaque fois que Washington assouplit une sanction, même sous pression extrême, le signal envoyé est clair. La ligne rouge peut être déplacée si la situation l'exige, et ceux qui tiennent le levier, ici, l'Iran, avec le contrôle de l'accès au détroit crucial, le savent parfaitement. À force de céder, même sur des points mineurs, le rapport de force se décale lentement, mais sûrement. On n'est plus dans une logique de principe, mais dans une logique de gestion au coup par coup, dictée par la crainte immédiate, flambée du prix à la pompe, grogne des consommateurs, menace d'inflation généralisée. Ce n'est pas anecdotique. C'est le cœur du problème pour tous ceux qui dépendent, de près ou de loin, de la stabilité des marchés mondiaux. L'instabilité des prix du carburant ne reste jamais cantonnée au graphique des analystes, elle déborde dans le quotidien. Chaque centime de plus sur le litre, c'est le panier de courses qui grossit, la facture du transport qui grimpe, et donc l'inflation, qui ne demande l'avis de personne avant de s'inviter dans nos vies. Et tout cela, pourquoi? Parce que les outils censés garantir la stabilité ont perdu de leur tranchant. Le vrai risque, c'est qu'à force de solutions provisoires, chaque nouvelle crise rende les outils de moins en moins efficaces. Plus on s'habitue à lever, puis à réimposer, puis à relever encore les sanctions, plus leur impact s'érode. Le jour où elles n'impressionneront plus personne, ce sont tous les équilibres de la politique internationale qui vacilleront. L'autorité des États-Unis, la confiance de leurs alliés, la capacité à imposer des règles du jeu, tout cela se négocie, en réalité, à chaque exception, à chaque recul. Et cette séquence sur le pétrole iranien a déjà été disséquée dans les capitales du monde entier, de New Delhi à Riyad, de Tokyo à Athènes. Qu'est-ce qui empêche les prochains sur la liste d'exiger le même traitement ou de tester encore une fois la solidité des lignes rouges américaines? Ce n'est plus seulement une question d'Iran, ni même de pétrole. C'est toute la mécanique des sanctions occidentales qui est interrogée. Ce qui faisait leur force, c'était leur irréversibilité, ce fameux pas de retour en arrière tant que l'objectif politique n'est pas atteint. C'est cette certitude qui, en 2018, avait contraint l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la Grèce à couper tout contact direct avec Téhéran. Aujourd'hui, cette certitude est fissurée. Les sanctions sont devenues des instruments de gestion de calendrier, des outils de pilotage à vue, et non plus des armes de persuasion massive. Le paradoxe est là. Plus on cherche à gérer l'urgence, moins on maîtrise le temps long. Et à chaque renouvellement de licence, à chaque nouvelle exception, les marchés intègrent que le système peut plier, que la pression n'est plus absolue. Les adversaires de Washington sont attentifs. Les alliés s'interrogent. Et pendant ce temps, la facture grimpe pour le consommateur lambda, qui n'a rien choisi de tout cela, mais paie, à chaque passage en caisse, le prix des errements stratégiques. Le 19 avril approche, date d'expiration de la licence. Que se passera-t-il le 20? Le marché s'interroge déjà.
Nouvelle concession? Retour en arrière? Rien n'est certain, sauf une chose. À force de repousser les décisions définitives, on s'habitue à l'entre-deux, à l'incertitude comme gestion du quotidien. C'est une logique de survie, pas de puissance. Ce que révèle cette séquence, c'est l'importance de rester lucide et vigilant. Car ceux qui savent anticiper les failles du système y trouvent, toujours, matière à avancer leurs pions. La vraie question, maintenant, c'est de savoir si l'Occident est prêt à repenser ses outils pour préserver sa crédibilité, ou s'il continuera à tergiverser, au risque de voir son influence s'effriter, crise après crise. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous voulez comprendre ce qui se joue avant que les conséquences ne deviennent évidentes, abonnez-vous. Le prochain épisode de cette crise mondiale est déjà en préparation.